Une grande campagne de récolte du caoutchouc en fermant totalement les yeux sur les modalités concrètes de cette opération sur terrain. Ainsi, pendant une vingtaine d'années, pour maximiser la production du caoutchouc, les populations du centre du Congo ont-elles vécu un régime de terreur, soumises à des cruautés de type bestial, allant jusqu'à des incendies de villages, des séquestrations des femmes et d'enfants ou des supplices de mutilation des mains. La seconde grande période est celle de la fin du XXe siècle. Elle s'étale encore sous nos yeux, caractérisée par l'exploitation sauvage des ressources naturelles dans l'est du Congo. Une nouvelle conjoncture mondiale s'était en effet imposée dès la fin de la guerre froide. Le primat de l'économie avait transformé le monde en un champ d'action privilégié pour les sociétés multinationales, avec pour conséquence l'affaiblissement des frontières et celui du droit international. C'est dans ce contexte que l'Est du Congo est devenu une cible privilégiée, objet de la ruée mondiale vers des minerais stratégiques en cette ère de l'expansion de la téléphonie cellulaire, de l'engouement pour les véhicules électriques et de la résurgence des conflits mondiaux entre empires. À la fin du XXe siècle, l'agenda politique des pays des Grands Lacs en proie à des crises de démocratisation a constitué une conjoncture favorable. Le possible recyclage du régime de Mobutu était banni. Mais en Ouganda, une nouvelle dynamique politique était en place avec l'avènement de Yoweri Museveni en janvier 1986 à la tête du pays. Le Rwanda, ciblé comme porte d'entrée au Congo, était soumis alors à l'effervescence d'une opposition politique dont les assises se trouvaient précisément en Ouganda. Cette opposition avait été identifiée comme capable de servir d'intermédiaire dans ce projet d'exploitation. Mais le soutien à cette dernière revenait inévitablement à prendre position dans un affrontement ethnique séculaire en faveur des Tutsis exilés contre les Hutus au pouvoir. Pour la petite histoire, rappelons ici que depuis le 1er novembre 1959, le Congo avait abrité massivement ces mêmes réfugiés Tutsis. Pendant 35 ans, de 1959 à 1994, ils ont fonctionné dans les institutions politiques, économiques et sociales du pays avant le grand changement qui allait intervenir en 1994, où les réfugiés Tutsis vont être remplacés par des réfugiés Hutus. La conquête militaire du Rwanda par cette opposition en exil a duré exactement 4 ans, de août 1990 à juillet 1994. Quant à la conquête de l'ancien Zaïre, suspecté d'être l'allié du régime Habyarimana et entamée en 1996, elle a laissé tirer dans le temps jusqu'à ce jour. Car la pression internationale d'essence commerciale était venue attiser et conforter une autre ambition. L'ambition séculaire du Rwanda de s'emparer des territoires de l'Est du Congo, particulièrement du Grand Kivu, pour y déployer ses excédents démographiques. Cette pratique avait été entamée en 1927 pour soutenir l'industrie congolaise naissante par une main-d'œuvre rwando-burundaise
affectés alors dans le Grand Kivu, l'Ituri et le Katanga. Le mouvement avait été accentué à partir de 1948 par le peuplement massif du Nord Kivu par les immigrés rwandais pour des raisons humanitaires. Ainsi, l'enjeu contemporain de faire main basse sur les minerais stratégiques se doubla de celui de la conquête des espaces. Voilà pourquoi les inévitables violences barbares de l'exploitation des ressources naturelles sont-elles accompagnées d'une opération de destruction des populations autochtones pour réduire leur nombre, pour compromettre leur reproduction et dans l'immédiat pour les obliger à quitter leurs terres et les rendre disponibles pour d'autres occupations. Et c'est ici que réside l'intention génocidaire d'éliminer une espèce humaine se trouvant sur les terres convoitées au profit d'une autre. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme on peut le constater, ce second temps de massacre est plus grave que le précédent par sa durée, qui dépasse déjà les 30 ans. Il est encore toujours en cours et il vient d'être consommé entièrement le premier quart du XXIe siècle. Il est plus meurtrier aussi par le degré de cruauté qui l'accompagne, mais aussi par leur étendue sur les 4 provinces les plus peuplées du pays, le Nord et le Sud Kivu, l'Ituri et le Maniema, avec ramification sur une demi-douzaine d'autres provinces limitrophes. Visiblement, la stratégie adoptée est multiforme. Il s'agit de l'élimination systématique des notables, chefs coutumiers, pasteurs, évêques, pour priver les populations concernées des points de repère. Il s'agit de la destruction de cette population à grande échelle, y compris de manière artisanale, à la machette ou à la houe. Il s'agit de la combinaison de ces massacres avec des tortures afin d'amener les populations concernées à abandonner massivement leurs habitations et à fuir. Il s'agit de la multiplication des blessures psychologiques par des spectacles de terreur insupportables parce que contre nature. Il s'agit enfin de l'utilisation systématique du viol comme arme de destruction massive, y compris le viol des fillettes, de bébés ou de femmes âgées. Par contamination ou sur commande, ces recettes ignobles ont été adoptées par des intermédiaires ou des complices locaux qui les reproduisent dans le cadre des groupes armés. De là se réalise peu à peu une sorte de pédagogie de la violence à base de cruautés inédites qui envahit l'ensemble du pays, y compris les provinces de l'Ouest et du Centre. En complément du contenu du rapport mapping du Haut Commissariat des Nations Unies sur la décennie 1993-2003, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entreprise du FONAREV, a réalisé un début d'inventaire des massacres de population et des atrocités commises à partir de 2003 dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Maniema, du Tanganyika, du Haut-Katanga, du Kasaï central, du Sud-Ubangi et de Kinshasa. Le résultat est terrifiant. 2039 cas ont été identifiés et documentés sur le terrain. Parmi ceux-ci, 1555 ont été certifiés et qualifiés. Sur ces 1555 violations qualifiées, 33,5 concernent les violences sexuelles
et 66,5 relèvent des crimes internationaux, notamment des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des présumés crimes de génocide. Qu'une véritable intention génocidaire soit en cours, cela constitue une évidence. Elle a la particularité d'agir de manière continue, mais par intermittence, sous des prétextes divers et suivant des visages différents, tout en attisant et instrumentalisant des conflits locaux, particulièrement en Ituri. Le pillage des ressources naturelles s'accompagne donc de ce besoin macabre de faire le vide des espaces du Congo oriental pour leur imposer un autre peuplement. Telle est la finalité de cette opération continue de drames humanitaires aux conséquences indéchiffrables, avec des viols systématiques, de villages décimés, des massacres à répétition, y compris ceux de paisibles citoyens, de maisons et de terres dépossédées, de déplacements forcés de familles condamnées à l'errance, sans parler des enfants abandonnés ou enrôlés de force dans les groupes armés. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. I take this occasion to recall, because there are many who are monitoring this event from a remote location or online. This is a special event, a side event, on the occasion of the 80th session of the United Nations General Assembly, and this event is graced by the presence of His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, the head of state of the Democratic Republic of the Congo, and the First Lady. La prochaine présentation